Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu de notre dîner? C'est quelle couleur acheter pour ton art. Donc c'est quoi les couleurs? Pourquoi? Et puis, on va avoir une belle discussion avec Denis Jacques, sa deuxième apparition à notre Facebook Live. Mais avant tout, je me présente, je suis Amélie Pigeon, je suis la vice-présidente de Pygmaliar. Pygmaliar qui est une entreprise, québécoise. On a une boutique en ligne où on vend des matériaux d'art professionnels, mais on veut aussi faire partie des discussions, vous aider à dépasser vos limites, vous aider à propulser votre art à un second niveau. Donc, c'est pour ça les Facebook Live, c'est pour ça les recherches, les blogs et etc. Donc, gênez-vous pas pour aller visiter notre site internet. Ça va nous faire plaisir. Si jamais vous avez des questions, envoyez-nous des questions par courriel. Donc, sans plus tarder, Denis, je t'invite à venir nous rejoindre. Et Donc, bonjour Émilie. bonjour Denis, comment ça va? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Hey, Wow! c'est bon ça? Par en avant. Par en avant. Oui. Regarde en avant, comme tu me dis souvent. Oui, Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on parlait de couleurs, toi et moi. oui, ben, on parle souvent de couleurs ensemble On parle très souvent et de couleurs ensemble. c'est ça. Alors tu m'as proposé de parce que ça prend quand même, ça peut être compliqué la couleur, là, et je parle de couleur surtout au niveau des pigments, pas tellement de la couleur et de leur utilisation en tant que telle dans les mélanges, tout ça, là. Mais la couleur telle qu'on la trouve sur le marché en tube et tu me proposais d'apporter des éclaircissements sur, la qualité des couleurs pour assurer la pérennité d'une œuvre et Exact. oui, c'est une bonne idée parce qu'il y a des couleurs solides, il y a des couleurs moins solides, il y a des couleurs dont la permanence est, assurée. Et il y en a d'autres qui sont très, très, très fragiles et qui disparaissent avec le temps, qui sont très belles. Parfois, on se laisse séduire par la beauté d'une couleur, Mmh. mais à l'usage, on se rend compte que cette couleur-là ne durera pas et on se retrouve avec des Tu me donnais, déceptions. ouais, tu me donnais une anecdote avec, Renoir. C'est-tu Oui, la raconter? Renoir, c'est le Moulin de la Galette, le grand tableau de Renoir qui s'est retrouvé au Louvre, de son vivant. Puis vers la fin de sa vie, il est allé voir son tableau au Louvre, puis il était tout insulté en disant que c'était pas son tableau. Parce que, ce tableau-là était bleu et lui disait qu'il l'avait peint rose, Mmh. mais c'est qu'il avait utilisé très certainement des lacs, les lacs de Garance, les carmins d'alizarin qui sont des racines végétales. Oui, ce sont de beaux pourpres, de beaux bourgognes, mais les couleurs végétales sont extrêmement sensibles à la lumière. Alors tous ces beaux roses ont disparu avec le temps. Alors, c'est bon à savoir. Quand on regarde le moulin de la Galette, qui effectivement est très bleu, il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de roses à l'origine là-dedans. Ouais. Donc, pour éviter ces choses-là, il y a des moyens. Aujourd'hui, la chimie contemporaine a fait des progrès énormes au niveau des pigments, heu et je pense que de les connaître, c'est un bon avantage. Je pense que de toute façon, dans n'importe quel métier, parce que c'est à la base un métier, peindre. Mmh. Il faut avoir une connaissance intime des outils, des matériaux qu'on utilise pour pas aller dans le sens contraire de ce qu'ils veulent faire, eux autres. Ouais, Alors, exact. on peut apporter quelques éclaircissements. Dans mon plan de match, je pensais vous présenter les, heu, les pigments que j'utilise principalement. Pourquoi j'utilise ces pigments-là? Ils sont de quelle nature? Et quand on fait une recherche sur une couleur, on peut pas se fier simplement au nom poétique qu'on va donner à la couleur, là, ça veut rien dire ça. Donc se familiariser avec les codes internationaux qui, heu, qui définissent chacun des pigments et avoir les références après ça sur internet pour aller vérifier justement la composition
du pigment en question et sa solidité. Donc, on va regarder quelques pigments puis avoir accès à quelques sources d'informations. Aujourd'hui, c'est facile, là, et on a tout à portée de la main. OK. Ben oui, en effet. On a vraiment beaucoup mais faut quand même savoir où aller. C'est un peu Oui, ça qu'on fait aujourd'hui, on vous aide à savoir par où passer. Puis aussi, juste pour certains, peut-être, avoir cette conscience-là de la couleur que ça reste, que les pigments, ben, il y en a de différentes sortes, puis qu'ils vieillissent de différentes façons. Donc, si on veut faire attention, ne serait-ce que tu sais, juste pour vendre, ton œuvre d'art, là, tu veux assurer que ton œuvre d'art rendue chez la personne qui l'a acheté, reste, beau dans le temps puis qu'il ne devienne pas bleu, hein, comme beh, Renoir. oui, si on a un souci de professionnalisme et surtout si on vend des œuvres et que, dans le temps de le dire, l'œuvre, s'est délavée, ça se peut que notre client soit vraiment pas content, là. Ah super! On Ben je sais pas si, on peut le partager, mais j'ai joint, une petite vidéo, là, qu'on retrouve sur YouTube, qui est, c'est la chaîne, Syllabus qui est produite par, une jeune femme qui s'appelle Viviane Lalande, qui est une communicatrice, scientifique, qui est un PhD, qui est assez calée et on lui avait fait elle raconte le fait qu'on lui avait fait un cadeau, on lui avait donné un dessin et après, quelques mois, tous les magentas avaient disparu de son dessin. Alors ça l'a intriguée, elle est allée consulter, le une restauratrice au musée, d'art moderne de Montréal pour avoir des réponses. Alors ça peut être intéressant d'aller voir son, ce qu'elle en a retenu. Évidemment, c'est très court, il y a plein d'erreurs, tout n'est pas là, là, mais ça nous donne un bon témoignage de qu'est-ce qui peut arriver. Son son, son document ce document-là s'appelle «Pourquoi le flash est-il interdit dans les musées?» Alors, il y a une raison à ça, c'est parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment fragiles à la lumière et même il y a des tableaux qu'on ne peut pas montrer souvent parce qu'à chaque fois qu'on les sort, on sait qu'ils vont dépérir un petit peu. Alors on les garde à l'ombre et on les sort, à l'occasion j'ai mis, et oui, j'ai mis le lien pour le vidéo YouTube dans les commentaires, là, pour ceux qui voudront aller, les oui, voir après le Facebook Live, là. On oui, reste oui, 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 non, non, restez avec nous là, ouais, parce que surtout que vous sachiez, c'est quelque que, chose d'important. vous pouvez poser vos questions, à Denis, là, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions, là, parce que Denis, il a une expertise dans la couleur puis dans la chimie, il y a des grandes conversations avec Jean-Marc, le président Oui, des oui. directeurs, des chimistes, sur la couleur et tout, là, donc profitez-en, là, Il profitez-en, reste c'est il vraiment de reste que c'est très important de je ne suis pas chimiste. J'ai non, des notions des et quand j'ai besoin d'informations, je vais consulter un chimiste c'est ça. pour, heu, pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Mais, ça se peut que j'en échappe quand même là, Ben, donc, on je va vous conseille d'aller vérifier vous-même. Prenez pas tout ce que je dis pour du cash. Il faut toujours aller vérifier une fois, 2 fois, 3 fois pour être sûr de notre coup. Hem donc on va Mais parler on parlera pas principalement de chimie, là, on non, vous non, non, sortira pas des formules puis des non, non, graphiques. pas du tout, Non, non, pas du mais tout. Mais on certaines va parler principalement des pigments, mais aussi en vue avec, la peinture à l'huile. la peinture à l'huile, particulièrement, c'est un médium que j'utilise, de prédilection. J'utilise le pastel aussi, mais la différence entre les 2, au niveau de l'information, c'est que la provenance des pigments sur les tubes de peinture à l'huile est toujours indiquée. C'est Mmh, une loi qui a été adoptée, à un moment donné, je pense que c'est autour des années 70-80, qui obligeait les fabricants à indiquer la source de leurs pigments. Mais, je pense que c'est juste, peut-être à l'acrylique aussi. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres médiums. On prend au pastel, on n'a aucune idée de la provenance des pigments. En peinture à l'huile, c'est peut-être plus important
parce que, la peinture à l'huile a besoin de lumière et même de soleil. Heu, L'huile durcit par oxydation et elle se clarifie au soleil. On voit les peintres là, qui mettent leur bouteille d'huile, direct dans la fenêtre, en plein soleil, une bouteille translucide et l'huile va s'éclaircir au soleil et va prendre un peu d'épaisseur aussi. Heu, donc une peinture à l'huile doit être gardée à la lumière. Une peinture à l'huile qui est gardée longtemps à l'ombre, dans un garde-robe ou dans un grenier, elle s'attriste énormément. Elle s'assombrit beaucoup. Donc et la première chose à faire, c'est pas des salissures, là, il peut y en avoir, mais la première chose à faire pour rafraîchir une peinture à l'huile, c'est de la mettre dehors, en plein soleil, en plein midi, puis tout de suite, en l'espace d'une journée, les couleurs vont s'éclaircir, beaucoup. Ah Donc ben, ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, d'où l'importance d'avoir des pigments qui résistent à la lumière le mmh. plus possible et spécifiquement pour la peinture à l'huile. Sauf que, faut aussi dire qu'habituellement, il y a quand même, les fournisseurs qui font les tests ASTM, là, des tests, Mmh. qui ont été formalisés, standardisés et habituellement, ils mettent la résistance à la lumière sur, le soit le type de pigment ou, est-ce que t pour toi, tu trouves que c'est suffisant ou tu veux aller chercher une coche de plus? Ben, ça peut être bon de savoir pourquoi. C'est sûr qu'il y a différentes qualités. Chaque compagnie va fabriquer différentes qualités de couleurs. Si on a des aspirations professionnelles, on utilise la qualité extra fine. Heu et les peintures extra fines, on peut en avoir dans toutes les compagnies vont faire ça. Puis ils vont avoir des catégories écoles, ou plus pour amateurs. Ça, c'est pas très bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une couleur extra fine va être broyée en présence d'un minimum d'huile et va être très concentrée en pigment. Mmh. Donc, on en a pour notre argent. Une peinture de moindre qualité va être gorgée d'huile. On vient pour déposer un peu de peinture sur sa palette, puis là, il y a une grosse flaque d'huile qui se dépose. On a acheté de l'huile crue, là, et ça, on n'en a pas besoin. Il faut s'en débarrasser. Et il y a peut-être des couleurs, possiblement aussi, j'accuse personne, là, de moindre qualité parce qu'elles ont été coupées avec une charge neutre. Donc, ça a l'air d'en faire plus, mais c'est de la peinture qui va avoir un pouvoir couvrant, moindre à ce moment-là. Donc Là, si on veut vrai si tu parles de peinture à l'huile, mais c'est vrai dans n'importe quel, dès qu'on arrive probablement. avec, que ça soit pour des crayons de couleur, de la peinture acrylique, dès qu'on arrive avec un format école, en fait, ce qui arrive, c'est que la quantité de pigments dans la formulation est diminuée, puis nécessairement le pouvoir couvrant de ce pigment-là, du produit en tant que tel, il est moindre. Fait C'est ça. que Alors finalement, c'est pas économique du tout d'acheter des couleurs pas chères. On est mieux d'acheter la meilleure qualité et ça va couvrir un tube va nous durer longtemps, 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 là. Évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire comme peinture. C'est sûr qu'on n'utilise pas des couleurs, très, très, très coûteuses pour les étendre à la truelle, sur des grandes toiles, là, ça coûterait une fortune. mmh, Donc c'est pour des tableaux de chevalet, heu, qu'on veut, qui demandent un certain rendu et une utilisation de la couleur en demi-pâte ou en glacis. mmh. Donc parce qu'on n'étale pas ça à la Tarvel, comme tu dirais. Ah, tabarouette! Est-ce que tu veux commencer par, des couleurs en particulier? J'ai pas écrit les couleurs, mais je les connais un peu, donc tu veux commencer par quoi? Par le bleu des vents? Ouais, on peut faire un survol. En fait, je pense que j'ai donné les indications sur mon site personnel, mon Ouais. site internet. J'ai une rubrique technique où là, je raconte, différents aspects de la technique de la peinture et il y en a une qui s'intitule «La demi-pâte française» et si on clique là-dessus, on va avoir plein d'informations et la liste des pigments que j'utilise. Donc ça, c'est sur, denisjacquesart.com. Mais de toute façon, vous irez voir. Si vous voulez vous la procurer, pas nécessaire de prendre de notes aujourd'hui, là,
vous aurez accès à cette Ouais, liste-là qui comporte pas beaucoup de couleurs. J'en utilise, que très peu. Il y en a peut-être en tout et partout, je suis sûr qu'il y en a même pas une vingtaine, parce que je considère qu'avec les bonnes couleurs de base, on peut tout fabriquer par soi-même après. Ça, ouais, c'est une des choses parce qu'il y a pas juste la solidité. Heu, Plus une couleur est dense et concentrée, plus je vais pouvoir être libre de faire ce que je veux avec. Il y a des couleurs, par exemple, quand on va voir justement la composition des pigments, sur le tube de couleur, il y a toujours la provenance et par exemple, si je donne un exemple avec, un rouge, heu, un rouge de Venise ou un rouge anglais ou un rouge, de Prusse ou, un rouge vénitien, ce sont tous des oxydes de fer. Ces rouges-là, là, il y a des rouges de Mars aussi. Donc ouais. ce sont tous des PR, pigments rouges 101. Donc on regarde sur le tube, quand c'est écrit, PR101, c'est un oxyde de fer synthétique qui a été fabriqué en laboratoire, mais c'est un pigment nécessairement qui est très solide. On peut aller vérifier, mais tous les oxydes de métaux sont très solides. C'est de la rouille, là, il peut pas y arriver rien, c'est pas un petit peu de soleil qui va la déranger cette rouille-là. Est-ce que tu me permets? Je vais, présenter la photo que tu m'as partagée. Le tube, Ouais, le tube, bougez pas, je voilà, je vous partage. Est-ce que vous le voyez bien? donc ce qu'on voit ici, c'est un tube de couleur, Holderland. Je vais en reparler du Holderland, mais on voit que sur le côté, j'ai encerclé là avec un ovale blanc, on voit ici la provenance du pigment, donc c'est un PR122. Donc pigment rouge 122. On prend ça en note et on va voir sur un site que je nomme, ça c'est le site de Holderland, mais il y a un site qui s'appelle Art is Creation, où là on a accès à toutes les données, la composition du pigment et sa solidité telle qu'elle a été testée en laboratoire. Donc c'est ça qui nous dit donc Holderland Magenta, ça c'est son nom commercial, c'est son nom poétique, mais en fait, c'est un PR122 et il y a J'ai mis le Art Creation, heu, dans le, c'est dans les ça. commentaires, puis, je vous le montre ici, là. Je vais essayer de te suivre. Vas-y. Oui, alors, on voit là, il y a un choix de couleurs, il y a les verts, les jaunes, les orangés, les rouges, les mauves. On clique là-dessus, ça nous amène à toute une liste de numéros, heu on clique sur le numéro et on va arriver à la chronique, qui nous explique le pigment en tant que tel. Donc c'est ce site-là est très précieux, là, pour avoir, de l'information professionnelle. Alors, Exact. si on parle, par exemple, là, je parlais du PA122, le magenta, c'est un pigment, c'est on appelle ça un organique synthétique. Vous allez voir ce que ça veut dire, mais c'est un pigment moderne. Il y a beaucoup de pigments modernes comme, le PA122, c'est un quinacridone, un magenta. Qui lui, aujourd'hui, va remplacer tout justement toutes les couleurs anciennes, comme tirées des racines, comme le carmin d'alizarin, la laque de Grâce, tout ça, qui était très fugace à la lumière, alors que le PR122, le quinacridone, lui, est d'une stabilité absolue et avec un pigment pur comme celui-là, en mélange, on obtient toutes les variantes qu'on veut. Si on regarde, au-delà des je pense c'est moi je le dis, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, peintres aussi qui vont avoir le même commentaire. C'est probablement la meilleure compagnie de couleurs au monde. Les couleurs sont peut-être un peu chères, mais ça vaut la peine et eux autres ont, heu, enlevé de leur nuancier toutes les couleurs fugaces, toutes les couleurs fragiles et ils les ont reconstituées avec en faisant des mélanges. Quelqu'un qui est habitué d'avoir sa laque de gaz, ben, il peut l'acheter telle quelle
avec le même nom, mais si on va lire l'étiquette, à ce moment-là, on va s'apercevoir que j'ai pris des petites recherches, là. J'ai fait des petites recherches. Alors le carmin, la la laque, le carmin extra, ben, il y a 3 pigments pour la composer. Il y a un qui il y a et c'est, il y a un quinacridone, un antacridone. Le quinacridone, c'est un PV19. Il y a, faudrait que je mette mes lunettes, il y a un pigment rouge aussi, 177, puis un pigment brun, 23. Ben, le pigment brun, lui, il va éteindre, les couleurs. Alors moi, je préférerais, bon, même le quinacridone violet, un PV17, c'est excellent. Bon, je suis mieux de partir d'une couleur pure, puis j'ajouterai, si je veux la rompre, ben, je la romprai moi-même. Mais si je pars d'une couleur qui est déjà rompue, je peux pas enlever là le pigment qui est venu la salir, qu'eux autres ont. Alors moi, je vais toujours favoriser un pigment pur dans un tube. Il y en a auxquels on ajoute du blanc pour les pâlir un peu, mais le blanc, j'en ai pas besoin là, je fais j'en rajouterai moi si je veux et la Mmh. quantité que je veux, mais je peux pas l'enlever après. C'est une des autres raisons pour lesquelles c'est important d'aller lire les, heu, les étiquettes. Parfois, ça frise la malhonnêteté, je te dirais. Un des blancs les plus utilisés par exemple, le blanc de titane, Ouais. souvent est vendu sous l'appellation, blanc de titane, mais il a été coupé. Il aurait été coupé avec un autre blanc et la plupart du temps, c'est un blanc de zinc et c'est pas nécessairement dit sur, ils vont peut-être l'appeler justement, blanc de titane numéro un, blanc de titane numéro 2, mais il faut aller lire parce que s'il y a du blanc de zinc, le blanc de zinc est plus translucide, donc il va enlever de l'opacité, au blanc de titane et c'est un blanc qui est très, il a tendance à craqueler, il est très lent au niveau de la prise aussi. Donc c'est le blanc le plus translucide, le blanc de zinc. Alors, si je veux l'utiliser parce que j'ai un petit glacis clair à faire, peut-être, mais moi je l'utilise jamais, jamais. Si je veux faire des mélanges de blanc, je vais plutôt prendre un blanc d'argent, qui est un carbonate de plomb, qui va ajouter de l'opacité et de l'assiciativité, puis du corps à mon blanc de titane. Et là, je les dose comme je veux. Oui. Il est un petit peu plus, scintillant, le blanc d'argent aussi. Oui, et les blancs ont tous leurs caractéristiques et ça, d'une compagnie à l'autre, Mmh. le même pigment avec le même numéro, il va être différent. Chaque Oui, compagnie va travailler différemment, donc les par exemple, dans les couleurs de Mars dont je parlais tout à l'heure, le violet de Mars, d'une compagnie à une autre, il va être soit plus rouge ou plus bleuté. Donc on se familiarise avec les couleurs, et si on change de compagnie à tout bout de champ, il faut revoir la composition de ces mélanges pour arriver aux mêmes ouais, effets. Moi, j'ai plutôt tendance quand je trouve un pigment qui fait mon affaire, je le garde. Puis, comme ça, je me simplifie la vie. ouais, Il y a d'autres choses à chercher en peinture aussi. Donc, absolument. J'ai excuse-moi, je suis parti sur une grande tirade, là. Ouais, tu parti, mais ça, on s'en attendait, là. Mais, il y a Nicole, excuse-moi, Thériault qui se demande, ce que tu penses de la peinture Sonneux-Ballot? Là, on s'éloigne un peu de la couleur, du sujet de la couleur, Oui, mais ça fait partie de oui, quand même. ben, écoute, je peux en dire un mot. Je connais des artistes qui, ont de très bons résultats avec, la peinture à l'huile soluble à l'eau. Évidemment, c'est différent, ça devient une solution, pas une solution, une émulsion au lieu d'être une solution. La plupart des artistes qui se sont tournés vers la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'était pour des raisons de santé, Mmh. à cause des essences, trop volatiles. Il y a des artistes qui se sont détruits le foie mais c'est par ignorance ou encore une fois, c'est peut-être criminel, là. Mais il y a des produits qui sont vendus pour la peinture à l'huile, les diluants, entre autres. Les diluants au pétrole, ils sont insupportables, Mmh. ils sont très, 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 très nocifs
Et les pires, c'est les pigments, les diluants sans odeur Ouais. parce qu'on camoufle l'odeur, donc on ne le sent pas, mais c'est aussi nocif. Mmh. Donc en fin de compte, le sacrifice à faire, je pense que si on a un bon diluant, moi je propose d'utiliser simplement du Day-Limonen, qui est un diluant naturel, qui est tiré des pleurs d'orange. En plus, ça sent bon l'orange et c'est moins toxique que de l'aspirine. Donc si on utilise des produits naturels, des produits qui ne sont pas nocifs pour la santé, premièrement, c'est très important de le faire. Mais à ce moment-là, il y a pas vraiment de raison de passer à l'huile soluble à l'eau. Je voulais juste faire ressortir le fait que c'est souvent pour une raison de santé et il y a moyen de faire attention à sa santé, Ouais. heu, en faisant de la peinture à l'huile soluble à l'essence, aussi pourvu qu'on utilise les bonnes essences. J'espère que ça répond à la question de Nicole. J'espère bien. Elle va OK. peut-être nous écrire. On Donc, on peut continuer avec les caractéristiques des couleurs. Heu, Dans l'histoire, là, il y a les couleurs sont de différentes provenances. On parlait des couleurs d'origine minérale, donc le blanc de titane, qui est un oxyde de titane. Les, le vert oxyde de chrome, c'est un oxyde de chrome aussi. Les oxydes de fer, les violets, toutes les couleurs de Mars. Les violets de Mars, les noirs de Mars, les jaunes de Mars, toutes les rouges de Mars et les rouges un peu bizarres, là, rouge anglais que je nommais tout à l'heure, ce sont tous des couleurs de Mars. Donc, ce sont tous des oxydes, des minéraux oxydés, donc des couleurs très solides, mais qui ont comme caractéristique d'être absolument opaques. ouais, C'est des couleurs qui couvrent et mais si on veut faire du modelé en peinture à l'huile, ça prend des couleurs qui se tiennent, qui ont du corps, qui ont de la résistance. Mais souvent, les couleurs comme par exemple les rouges de Mars sont un peu rompus. C'est pas des rouges vifs, c'est pas des rouges intenses. Et c'est là que la chimie contemporaine arrive avec la solution. Parce que tous les pigments, heu, mis au point par la chimie contemporaine, des organiques synthétiques, ce sont des couleurs très vives en général. Si on pense au bleu phthalo, au vert phthalo, les, le violet quinacridone encore une fois qui est très, très intense, des rouges, les jaunes sont très vifs, les bleus indanthrone. Les bleus indanthrone qui, à mon sens, remplacent avantageusement les bleus outre-mer. Ben toutes ces couleurs-là sont des pigments très, 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 très fins, minuscules et ça a comme effet d'être des couleurs très transparentes, très translucides. Ça ne mmh couvre pas. Si j'essaie de faire, heu, avec du rouge, là, je voudrais avoir un beau rouge dense, opaque. Si j'utilise juste les couleurs à base de périlène, tout ça, ça couvre pas. J'aurais beau en mettre 5 couches, là, ça couvrira jamais. Alors l'astuce, c'est de prendre un oxyde, un rouge oxyde, qui lui va avoir du corps, mais qui est un peu terne et là, je viens le teinter avec, un organique synthétique plus vif jusqu'à temps d'avoir la teinte que je recherche. Les couleurs, les oxydes de métaux en général sont des couleurs qui coûtent pas cher. C'est les oxydes de fer, là, ça coûte rien. Donc moi, je m'en sers beaucoup comme base pour donner du corps à mes couleurs et je viens les teinter avec les organiques synthétiques et là, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une logique qui qui vient en tout cas, pour faire le choix de tes couleurs, tu sais. Parce que moi qui m'y connaissais pas tant en peinture et en couleurs, tu sais, j'arrivais devant le bel étalage, puis je suis comme: «Oh, elle est belle cette couleur-là. Oh, elle est belle cette couleur-là». Mmh, mmh, mmh. Et d'avoir une logique en arrière pour s'assurer que les couleurs que j'utilise vont couvrir, puis vont rester belles avec le temps, mais aussi de comprendre qu'il y a une chimie en arrière qui me permet de justement aller travailler ces couleurs-là
pour arriver à mes fins sans nécessairement avoir, toutes les couleurs, là. Je prêche pas pour ma paroisse, comme on dit, là, mais mais je trouve que c'est intéressant, d'avoir cette logique-là qui vient en arrière de nos couleurs pour pouvoir Moi, peindre. je moi, j'aurais aimé qu'on m'explique ça, Ouais. parce que je me suis battu longtemps avec des rouges qui couvraient pas, là, puis je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir la même couleur, le beau rouge opaque que je voyais sur mon tube. Il a fallu que je cherche, que je m'informe, que je comprenne la nature du pigment. C'est pas juste la couleur. La couleur, c'est son apparence, mais le pigment, c'est une matière. C'est quoi la nature de cette matière-là? Et selon sa nature, elle va avoir différentes propriétés. Donc la translucidité, l'opacité qui sont indiquées sur les tubes, ça vient avec la nature du pigment qui compose, la couleur en question. Ouais, c'est ça, mais aussi, tu sais, souvent, quand on arrive avec justement, admettons, un rouge vif, puis on arrive chez nous, puis on se dit: «Hey, tu sais, ça va être, super beau», puis finalement, ça couvre pas pantoute parce que c'est translucide puis tout. Mais de comprendre la raison que en fait, c'était pour colorer tes bases. Ouais, Oui, peu et ça importe peut être ton ça. opaque, ou bien que tu l'utilises dans un aspect translucide. Mais Voilà. c'est d'utiliser le bon pigment pour la bonne utilisation, là. C'est dans ce C'est ça, sens-là. on peut travailler, on peut modeler d'abord les formes avec des couleurs plus ternes, mais qui ont du corps et qui se travaillent bien, et par après revenir en glacis par-dessus pour teinter avec des bleus, des mauves, des orangés, des rouges plus vifs, et là, ça va donner quelque chose de très éclatant. Les anciens faisaient ça beaucoup, les Hollandais faisaient ça beaucoup, et ça donne un effet, heu presque holographique. Il faut être en face de l'original pour le voir, là. C'est pas une image sur un écran qui va nous le dire. Mais si on travaille en couches superposées, ça va donner des, par exemple, je mets un vert translucide par-dessus un bleu, ça va me donner un vert impossible à avoir avec les mélanges. C'est un effet d'optique. La lumière passe à travers la couche de jaune, va rejoindre le vert, parfois elle se rend jusqu'au fond du, de l'enduit, au blanc de l'enduit, elle rebondit et ça crée un effet très particulier. Mais pour apprécier ça, il faut vraiment, heu, pouvoir voir les originaux. Mmh. Donc, ça prend un peintre qui est intéressé par, les qualités optiques que la matière peut donner sur une œuvre originale, Ouais. et ça prend un travail dans le temps aussi. Il faut accepter que, bon, je vais faire mon vêtement bleu là, il va être vert plus tard quand je pourrai revenir avec les jaunes par-dessus. Donc c'est un travail, faut voir venir un peu là. Mmh. Mmh. Fait que si je résume, on fait attention à la qualité du pigment qu'on utilise. Au niveau première chose, c'est vraiment la résistance à la lumière, là. Oui, Je pense qu'on oui, s'entend là-dessus. Heu important. la deuxième chose, de savoir, en fait, quel pigment utiliser dans quelle situation. Donc, si on veut quelque chose qui couvre, on s'en va plus dans heu, des oxydes de chrome, des oxydes de fer qui, eux autres, ils ont une belle couvrabilité, ça se dit-tu? Ça coule, en tout cas ça coule. Les blancs aussi, hein, tu vois, on va mettre Ouais. presque toujours un peu de blanc dans ces couleurs, heu, parce que la couleur elle-même est un petit peu intense là, et le blanc, c'est un blanc opaque, donc tout de suite ça va aider à opacifier la matière, un petit peu. Mmh. Mais effectivement, donc c'est de connaître les couleurs qui sont une couleur qui est les couleurs qui sont opaques et vont nous permettre de modeler, les couleurs qui sont plus éclatantes, mais qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de matière, mais qui permettent, avec différents procédés, de donner de l'intensité à nos couleurs. Ouais. Et c'est ça. Et le plaisir de peindre, apparaît là, tu sais, quand on connaît nos couleurs, on sait qu'est-ce qu'ils vont nous donner, puis qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Bon, Mmh. on en lâche un petit peu moins. Heu, donc choisir des couleurs de qualité, des couleurs extra fines, quelle que soit la marque. Dans toutes les marques, chez Rembrandt, n'importe quoi, ils ont tous des qualités.
favoriser les couleurs extra fines, on est toujours gagnant. Je Ouais, retourne parce un que peu. ça couvre un peu plus, ben, ça couvre plus. Il y a le taux de pigment est plus élevé Oui, dans ces produits. on en a plus pour notre argent, à ce moment-là. Exact. Oui. Donc, écoute, à part ça, ben, c'est de les essayer, c'est de les mettre en pratique, puis, Mmh. de voir, d'une compagnie à l'autre. Moi, ce que je vous montre dans la charte, je me suis arrangé pour aller chercher heu, des couleurs de base essentielles. Donc bleu, rouge, jaune vif, donc les 3 primaires et je les complète avec des secondaires. Ça permet de gagner du temps un peu. Les secondaires, mais ça va être le vert oxyde de chrome dont je parlais tout à l'heure. C'est un oxyde. Il y a le vert émeraude qui est un vert oxyde de chrome lavé aussi, qui est aussi bon, mais qui est un petit peu plus bleuté. J'ai une préférence pour le vert oxyde de chrome. Si je veux le bleuter, je mettrai du bleu dedans. C'est ça qui, et je ferai bien ce que je voudrais. Ben oui. Mais, et je vais utiliser souvent aussi un orange corail qui est très vif, qui est un pigment azoïque, un organique synthétique là, moderne. Donc ça me permet d'avoir accès à un orange plutôt que d'avoir à mélanger un jaune avec un rouge. Ce qu'il faut explorer aussi, hein, parce qu'en mélangeant, on peut obtenir toutes sortes de couleurs et à ça, je vais comme oxyde, là, je vais toujours ajouter un violet de Mars et un rouge de Mars parce que c'est des couleurs avec lesquelles on peut bien modeler les couleurs. Un jaune de Mars aussi pour faire les couleurs lumière un peu plus éclatantes. Mais le jaune de Mars, il est très intense, là. Faut pas en mettre trop, on se retrouve avec des peaux jaunes, jaunes, jaunes avec ça. Ouais, c'est ça. Et et à part ça, on a presque fait le tour. Évidemment, un blanc, blanc de titane et blanc d'argent. Il y a 2 autres couleurs essentielles, heu, pour compléter les couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune et c'est le magenta et le cyan. Heu, on ne on ne peut pas, avec du rouge et du bleu, se faire un beau magenta. Ça va OK. toujours faire une espèce de vieux rose. Donc si on veut un beau magenta, il faut aller se chercher un PR 122. C'est comme mon t-shirt ici, ça. Mon t-shirt, il est vieux, 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 là, mais sa couleur est restée belle. PR 122. Ah. Puis, si, où je m'en allais avec ça? Non, non, mais tu as le bleu d'Indantrone pour colorer, le Le bleu, oui, le bleu Indantrone remplace avantageusement le bleu Outremer. Ça prend un bleu Indantrone comme le chez Old Holland, par exemple, le Old Delft Blue, c'est le nom qui c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. C'est un Indantrone un peu rougeâtre. C'est un Indantrone qui va aller vers un peu le bleu Outremer, donc c'est pour ça qu'il je dis qu'il peut remplacer avantageusement le bleu Outremer. Le bleu Outremer d'origine, on sait, c'est du lapis lazuli, ça se vend une fortune. Je ne sais pas si Old Holland en vend encore, ils en vendaient à un moment donné, mais ça coûte très cher. Sinon, c'est un bleu, recomposé qui peut être fragile. Donc pour le cyan, le bleu cyan, heu, avant, on avait pratiquement juste là le céruléen, mais qui est un cyan pâle, puis qui est pas toujours beau d'une compagnie à l'autre. mmh, Aujourd'hui, avec les phthalocyanines, on nous fait des bleus cyans denses, très, très, très foncés. Alors, je avec du blanc, je lui donnerai bien la teinte que je voudrais. Donc, en ajoutant au primaire quelques secondaires, des couleurs minérales solides, un magenta et un cyan, phtalocyanine. Moi, avec tout ça, là, je suis heureux. Je peux faire tout ce que je voudrais. mmh. C'est ça. Mais c'est ça, à chaque fois que tu vas rajouter une couleur dans ta palette de base, tu t'assures qu'il y ait le maximum 1 à 2 pigments peut-être dans ton tube quand tu regardes sur les Ah, c'est toujours un seul pigment. un seul, hein? Tout ce que je vous propose, il y a un seul pigment là-dedans.
Fait que peu importe primaire, secondaire, un pigment, puis Oui, d'aller voir, tu sais, si jamais il y a des couleurs qu'on aime particulièrement dans ceux qu'on voit, on peut aller voir c'est quoi la composition des couleurs. c'est ça. Et puis, il y en a énormément là, avec ce que je vous dis, si vous achetez juste ce que je vous propose, on va mettre les compagnies en faillite, là. Ils Ah en font, ils d'accord. en font, ils en font, ils en font des couleurs de Ouais, toutes mais je sortes. pense que d'avoir ça comme base, puis après ça, tu utilises tellement une couleur en particulier que tu vas aller acheter celle qui est déjà faite. C'est correct aussi, là. Ben, c'est ça, mais explorer, essayer, il y a des couleurs qui peuvent être très intéressantes aussi, mais la plupart du temps, vous regardez une couleur, ce sont des déclinaisons d'un même pigment de base, mais qui est coupé avec d'autres pigments pour arriver à un autre effet. Puis finalement, si je me procure tous ces pigments de base-là, je peux fabriquer ces couleurs-là moi-même au fur et à mesure et je vais les doser à mon goût à ce moment-là et pas juste comment la compagnie le fait. Ouais. Il y a pas objection à aller chercher un mélange qui est fait par une compagnie si ça me plaît. Je Mmh. parlais du carmin, reconstitué de Holderland qui comporte 3 pigments. Ouais, mais si je l'aime ce pigment-là, puis il me sauve du temps, puis il y a aucune raison parce que les 3 pigments qui le composent sont des pigments solides. C'est Même ça. le pigment brun, qu'ils ont inséré, c'est quand même, c'est un brun qui est solide, là. C'est ça. C'est pas Pour des bruns, s'assurer que si Van c'est une Dyke. excuse-moi, je passe par-dessus ça, mais s'assurer que les pigments qui composent la couleur, ce soit des pigments qui soient solides puis qui résistent avec le temps. Au moins d'avoir cette conscience-là. José Lapointe qui dit que c'est très intéressant. Merci José de commenter. Ça fait Merci. toujours plaisir de savoir qu'on est sur la bonne track, comme on dit. Et puis, Nicole Thériault, oui, Thériault, excuse-moi. Est-ce que la peinture à l'huile peut sécher avec le temps si c'est pas utilisé pendant plusieurs années? Là-dessus, en fait, dans, les tubes de couleur, en fait, quand on achète un tube, la vraie dénomination, c'est un tube de couleur, Mhm. parce que tout ce qu'il y a dans le tube, c'est du pigment et de l'huile crue. L'huile crue, c'est la moins significative de tout. Dans la technique de la peinture à l'huile, il faut éviter d'utiliser de l'huile crue. On utilise idéalement de l'huile cuite, des huiles, polymérisées, en mélange avec des résines pour faire un vernis dans lequel on va mettre notre couleur. C'est ça de la peinture. Quand on achète un tube, ils vont broyer la couleur simplement avec une huile crue, justement pour que la peinture ne sèche pas dans le tube avant qu'on ait le temps de s'en servir. Mais, il y a des peintures qui, ça fait des années qu'elles sont dans le tube. L'huile a probablement commencé à s'oxyder quand même. Alors, il y a peut-être des risques à l'utiliser. Mm. Heu, donc, et les vieux tubes que, nos grands-parents utilisaient, premièrement, il faut vérifier la qualité du pigment avant toute chose, mais ça se peut que l'huile, elle rancit même, avec le temps. Une peinture à l'huile, il faut savoir qu'un tableau peint à l'huile met à peu près 100 ans à sécher complètement, avant que la dernière molécule d'huile se soit transformée en l'inoxyde par oxydation. Ça peut prendre jusqu'à une centaine d'années. Donc, et si j'ai pour qu'une peinture pour favoriser le séchage, on dit la sécativité parce qu'une huile ne sèche pas, elle absorbe des molécules d'oxygène de l'air et elle transforme sa composition moléculaire, elle devient de l'inoxyde. Donc, la peinture a besoin d'oxygène aussi. Idéalement, là, ça prend de l'air dans un espace aéré et plus il y a de soleil, plus ça va activer le l'oxydation de l'huile aussi par la chaleur. Donc, une huile un tableau quand il est fait, il faut pas garder ça dans un garde-robe, il faut le mettre à la lumière, au soleil le plus possible pour lui donner une chance de sécher. Mais les tubes, en tant que tel, un tube qui est trop vieux, gardez pas ça. Ça peut être dangereux Combien de pour temps la pérennité. combien de Oui, temps trop vieux? j'ai aucune idée. Ça dépend de la qualité du tube,
Bon, écoute, quand on, peigner, Cuisiner vos tubes? quand un tube est tellement pris là, que je suis plus capable d'ouvrir le bouchon, c'est peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai pas peint là. Probablement, Utili ouais. Utilisez vos couleurs. Il y a un temps pour, passer à autre chose. Puis tous les produits, en fait, tous les produits, comme, les essences, et tous ces produits-là vont s'oxyder. Alors, il faut avoir les produits les plus frais, les plus, neufs possibles. Les huiles aussi, une huile qui aurait été, gardée à l'ombre, elle est très, très sombre. Donc, et son pouvoir de dessiccation, c'est possible qu'elle en ait perdu de son pouvoir de séchage. Donc, il faut utiliser toujours les produits les plus purs possibles, les plus neufs. On sait pas, puis quand on les achète, on sait pas depuis combien de temps ils sont sur le rayon au magasin, là. En D'habitude, effet, ça dure pas longtemps. Au magasin, quand un produit se vend pas, ils ne gardent pas sur les étagères, ça prend de la place, puis c'est pas rentable. Mais en c'est effet. une des raisons pour lesquelles, puis heureusement que Pinmelior est là, là, parce que dans les magasins, des produits de qualité professionnelle, on n'en voit pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup de peintres qui, ont le souci d'acheter des produits de qualité. Alors, plus on va être nombreux à être exigeants sur la qualité des produits, ben, plus on aura de chance d'avoir, des produits de qualité en magasin aussi. Mais Ça, puis c'était un des objectifs de Jean-Marc, de ton père, d'offrir justement l'accès à des produits, difficiles à obtenir sur le marché ici. Donc en passant par Pygmalion, on peut avoir accès à tous ces produits-là qui sont rares. Je pense encore entre autres à Old Holland. Je ne sais pas s'il y a des magasins qui tiennent ça, au Québec. Je ne penserais pas. je pense De pas. toute façon, vous commandez chez Pygmalion. Allez pas voir ailleurs. C'est vrai ça. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, moi, je commence, hein, on est au début à faire la peinture à l'huile, mais je trouve ça très, très, très sécurisant de savoir que les outils puis les matériaux que j'utilise, c'est des matériaux de qualité, puis que j'apprends à les utiliser parce qu'on peut bien avoir un matériel de qualité, mais si tu l'utilises pas de la bonne façon, ça aide pas à la pérennité de l'œuvre. Ça, c'est une autre chose, là, mais de dire, C'est ça. à la personne à qui je vends mon œuvre, écoute, j'ai fait mes recherches, je sais exactement ce que j'ai utilisé, je te garantis que les couleurs vont rester. Tu sais, ça fait partie d'élever notre art, de faire en sorte que notre art soit de meilleure qualité pour la personne qui va vivre avec notre œuvre. Fait que, Oui et c'est important le point que tu soulignes là, parce que c'est pas juste d'utiliser des bons produits, il faut les utiliser de la bonne manière aussi mmh, et ça fait toute la différence, là. Dans l'histoire, par exemple au 19e siècle, 2 contemporains, heu, qu'on a essayé de mettre dos à dos là, tu sais, qui étaient supposés se chicaner, mais je pense pas, mais qui avaient 2 techniques très différentes. C'est Ingres et Delacroix. Ces gars-là ont utilisé les mêmes produits, mais les tableaux de Ingres, on les regarde aujourd'hui, ils ont l'air frais peints et les tableaux de Delacroix ont dû être restaurés de son vivant à Delacroix parce que un usage trop prononcé d'huile, le revenir sans arrêt sur son tableau qui avait pas assez pris avant, des empattements trop riches en huile qui ont plissé, qui ont craqué, tout ça. Donc oui, la manière de peindre est importante. Je suis oui. obligé de dire qu'il y a une mode en peinture à l'huile, d'empattement, on aime ça quand il y a du cramage, là, tu sais, quand il y en a beaucoup, on a l'impression d'en a plus pour notre argent, mais c'est une fausse impression parce que mettre épais de peinture qui est gorgée d'huile crue, à la longue, cette huile-là va rester emprisonnée à l'intérieur de la crotte de peinture qui, elle, la peau va se fendiller, va plisser, puis l'huile à l'intérieur va rancir. Ça fait des désordres épouvantables. On peut faire de l'empattement, mais avec des médiums d'empattement et pas en mettant épais de peinture. C'est quelque chose qu'on ajoute
à notre matière. Il y a des médiums qui sont en gelée, qui peuvent permettre de faire un peu plus d'empattement, mais de toute façon, c'est très rare qu'on va y aller très épais. Puis les gros reliefs qu'on voyait chez, Rembrandt et chez certains Hollandais, c'était pour accrocher la lumière, c'était pour donner un petit peu de volume, pour que quand la lumière frappe sur ces reliefs-là, ça donne très lustré d'ailleurs, ça donne un peu plus d'intensité au rehaut. Mais très souvent, c'est un travail pensé à l'avance. C'est-à-dire qu'on sculptait la surface de la toile avec, c'était de la céruse à ce moment-là, là, qui est défendue aujourd'hui, mais avec laquelle on sculptait des reliefs et après ça, simplement, en venant brosser sa toile pratiquement terminée, en venant essuyer, on allait rechercher ces épaisseurs-là qui donnaient du relief. Donc, il faut savoir faire, si on veut mettre de la texture, il faut savoir comment s'y prendre. Absolument. Ça, c'est un autre live. Ça ça se oui, c'est vrai, oui. Je pense qu'on a fait le tour. Le seul pigment dont j'ai pas parlé, qui est un peu à part des autres, ce sont les terres. Les terres d'ombre, terres de sienne naturelles brûlées. Toutes les compagnies en font de ça. C'est les terres, qu'on appelle d'origine sédimentaire, c'est vraiment des terres, Mmh. là. Elles ont un caractère très différent de tous les autres pigments et on les utilise, premièrement, elles sont très cicatives. Ça prend beaucoup d'huile pour les broyer et on les utilise surtout pour les dessous, pour faire notre dessin, l'imprimatur, donner une première couche pour placer notre tableau sans nécessairement de la couleur. Même, on va y aller carrément en camailleux en mélangeant du blanc avec notre terre pour contrôler les valeurs. Et l'intérêt des terres, c'est qu'elles sèchent très rapidement. Donc, on peut faire une ébauche et quelques jours après, attaquer notre tableau sans avoir à attendre aussi longtemps que si on avait commencé directement avec la couleur. Après ça, quand j'embarque avec la couleur, j'utilise pas les terres. Je préfère travailler avec les couleurs. Puis si je veux un brun, ben, je me construirai un brun avec du bleu, du rouge puis du jaune. Et Voilà. parce que si tu utilisais les terres, le temps de séchage serait pas pareil aussi? Est-ce que ça revient un peu pour toi? Et ça il y a de ça et pas juste les terres. Les caractéristiques des pigments tout à l'heure, là, ça peut jouer sur leur prise aussi. OK. Donc, il y a à l'usage, on va s'apercevoir que dans notre palette, c'est pas homogène et qu'il y a des couleurs qui prennent plus rapidement que d'autres. Donc, dans les mélanges, parfois, on peut essayer d'équilibrer ou dans les adjonctions d'agglutинants supplémentaires qu'on peut ajouter aux couleurs plus paresseuse par rapport aux autres. On peut ajuster un peu la prise de sa palette, Mmh. mais on n'arrive jamais à une uniformité absolue, là, dans la prise, mais ça se contrôle quand même avec Ouais. un petit peu d'expérience. Tantôt, tu as dit quelque chose qui était, pour moi très important, de rappeler aux gens que dans un tube de couleur, ce n'est pas de la peinture, c'est vraiment de la couleur. Il faut rajouter un médium à peindre pour finaliser la Mmh. faire de la peinture, pour s'assurer qu'en fait l'huile devienne significative avec quelque chose. Toi, tu l'expliques beaucoup mieux que moi, là. C'est peut-être pas la Ouais, bonne façon que je je l'ai dit, là, mais je trouve que c'est important de revenir quand même rapidement là-dessus. ouais, c'est bien de le soulever parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la peinture à l'huile, ben, c'est de l'huile puis de la peinture. Mais c'est pas vrai, là, sinon, ça aurait existé bien avant, hein. Même au Moyen Âge, on n'utilisait pas de la couleur diluée avec de l'huile parce que ça attriste. Juste de l'huile, ça attriste, les couleurs. C'est, effectivement, c'est au début des années 1400, quand les frères Van Eyck ont vraiment inventé le procédé, c'est parce qu'ils ont commencé par faire des vernis. Ils ont commencé par vernir leur tableau qui était fait avec de la peinture à l'eau, de la petite tempéra à l'œuf et ça a mouillé les couleurs, ça leur a donné de la force, de la vigueur, de l'intensité. Mais c'est pas juste de l'huile, c'est avec des résines, des essences qui ont composé des vernis et progressivement, la technique a évolué de telle sorte qu'on a mélangé directement les pigments avec les vernis qui sont
devenu le médium pour peindre, finalement. Mais un médium à peindre, c'est un vernis qu'on va doser en le diluant plus ou moins pour toujours respecter la règle du gras sur maigre, tout ça. Mais ça, c'est toute une autre histoire, là, par C'est exemple. pour un autre Facebook Live. Ça pourrait être un autre, oui. Mais juste parlant de couleurs, savoir que le tube que tu achètes, c'est pas de la peinture, c'est de la couleur. Je trouve que ça faisait partie de notre sujet de la Ouais. journée. Si on Avant, retient juste ça, c'est déjà ça. ben absolument. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais ça, si jamais vous avez des questions, là, profitez-en. Là, on quitte dans peut-être 3 minutes. Et en attendant, je vous ai déjà mis le lien vers les peintures les tubes de couleurs d'Old Holland dans le chat. Et puis, je voulais vous partager, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, encore le sondage le plus court du monde, parce que avec tout ce qu'on vient de nommer, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller les mettre dans ce formulaire-là. Donc, je pose juste une question. Vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse courriel ou rien. Mais si vous avez des questions, si vous voudriez qu'on aborde des choses plus pointues, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir. Et puis, Nicole, quelle est l'importance du vervir? Euh, J'imagine que c'est vernir, Du vernis. l'importance de vernir, c'est hyper important. Un tableau, une fois qu'il est terminé, il y a plusieurs couches de vernis à donner. Il y a une première qui est un vernis temporaire, qu'on appelle temporaire, mais qui est exactement la même composition que le vernis qu'on a utilisé pour peindre, qui lui va faire corps avec l'œuvre. Et ensuite, il faut laisser sécher très longtemps. En moyenne, c'est 1 an. Et là, on applique un vernis qu'on appelle définitif, mais celui-là est réversible. C'est un vernis qui est d'une composition complètement différente du vernis plus mou que ce qu'on a utilisé pour peindre. Et ce vernis-là va protéger l'œuvre des pollutions atmosphériques, des égratignures, des coups. C'est lui qui va souffrir avec le temps. Et après 50 ans, 100 ans, si ce vernis-là est rendu trop sale, trop égratigné, tout ça, il est réversible, il s'enlève très, très facilement. Ce sont des vernis qu'on enlève avec un chiffon puis un peu d'essence. L'œuvre est impeccable en dessous. Reste, une fois nettoyé, on revernit et c'est comme ça qu'un tableau peut bien se conserver. Ne pas vernir un tableau, ben, ça implique, justement, là, qu'il va s'abîmer nécessairement, avec le temps. Mais vernir, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut pas le faire trop tôt. Il faut avoir les bons produits. Les bons produits pour vernir des tableaux sont rares. J'en ai essayé de toutes les sortes et ceux que j'aime ne sont plus disponibles sur le marché. Ça, c'est terrible, là. Quand on trouve quelque chose qui fonctionne bien, pas longtemps après, il y en a plus sur le marché parce que parfois, c'est pas juste le distributeur, c'est le fabricant qui a cessé, qui a fermé ses portes parce qu'il y avait pas assez de demandes. Ouais. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour renouveler mon stock de vernis parce que je suis plus capable d'en trouver sur le marché. On reviendra là-dessus à un moment donné, mais oui, vernir un tableau, c'est aller jusqu'au bout. Il y a plein de choses pour la conservation, l'encadrement, protéger l'arrière du tableau aussi. Il y a plein de précautions à prendre si on veut qu'une œuvre soit bien protégée et passe bien l'épreuve du temps. On en reparlera. On en reparle. Avant de vous laisser, par exemple, j'ai mis le lien vers notre chaîne YouTube parce que tous les Facebook Live que je fais sur Facebook, Facebook Live, ils sont aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas pour vous abonner parce que Dani va revenir aussi. Puis, j'ai d'autres invités super intéressants et intéressantes qui viennent nous parler de plusieurs sujets différents. Donc, si jamais vous manquez un mercredi, allez voir sur sur la chaîne YouTube. Je les mets les vendredis de la même semaine. Donc, Denis, encore une fois, c'était un pur plaisir de te recevoir. Il y a de la valeur et de l'information. Ben, Donc,
C'est un plaisir. Écoute, Oui, si ça peut vraiment. servir à des gens puis leur, faire en sorte qu'ils aient plus de plaisir à peindre, tant mieux. Mmh. Il faut avoir du Vraiment. plaisir pour peindre. Alors merci à tous et à toutes. À une Bonne prochaine. bonne semaine.